Bonsoir à toutes et tous et merci de nous rejoindre sur ce webinaire sur la prévention des infections à VRS. Alors l'ordre du jour est particulièrement chargé, donc je vais passer assez vite sur les quelques modalités pratiques du webinaire, à savoir que vos micros et caméras sont inactivés par défaut, mais néanmoins vous pouvez poser des questions sur l'onglet questions-réponses de l'outil Zoom, et ces questions seront abordées en fin de présentation. Voilà, en fin de webinaire aussi, un questionnaire de satisfaction s'ouvrira. On vous invite vivement à le remplir pour nous permettre de nous améliorer. Et il faut savoir que le webinaire sera disponible en replay dans les jours prochains. Donc, je vais vous présenter rapidement les intervenants de ce webinaire. Donc, Madame Catherine Chaumat, qui est directrice au sein de la direction santé publique de l'ARS Occitanie. Monsieur Bertrand Prudomo, directeur de la DOSA, donc la direction de l'offre de soins et de l'autonomie à l'ARS Occitanie. Madame Leslie Simac, qui est chargée d'études scientifiques pour la cellule Occitanie de Santé publique France. Le docteur Isabelle Souxy à mes côtés, qui est pédiatre pour le réseau de périnatalité Occitanie et le CHU de Nîmes. Le docteur Monique Bonnefous, qui est pharmacien à l'Observatoire des médicaments, dispositifs médicaux et innovations thérapeutiques Occitanie, donc l'OMEDIT. Le docteur Sabine Pi, qui est pharmacienne inspecteur de santé publique à la DOSA. Et puis moi-même, Benjamin Coppel, accompagné de Jérôme Bellec, qui sommes sage-femme coordinateur au réseau de périnatalité Occitanie. Donc ce webinaire se tient grâce à la collaboration de l'Agence régionale de santé Occitanie, de Santé publique France, du réseau de périnatalité Occitanie et de l'OMEDIT. Voilà, je vais maintenant laisser la parole à Madame Chaumat pour introduire ce webinaire. Merci beaucoup, bonsoir à tous et merci d'être si nombreux. Donc pourquoi ce webinaire? Parce qu'on va rentrer dans la période hivernale avec des bronchiolites, parce qu'on sait que chaque hiver, il y a des passages aux urgences liées aux bronchiolites et parce qu'on sait qu'il y a de la prévention qui est possible, notamment par les gestes barrières et par des traitements, mais ça vous sera évoqué un peu plus tard. Voilà, j'ai terminé pour l'introduction. Merci beaucoup. Donc je laisse maintenant la parole à Madame Leslie Simac pour parler d'épidémiologie. Merci beaucoup. Donc je vais vous parler un peu des épidémies, des dernières épidémies de bronchiolite, dans la région, Occitanie. Juste pour resituer les missions de Santé publique France, rapidement, donc on a 3 axes majeurs. Le premier, c'est, d'anticiper et du coup de pouvoir, assurer la mise en œuvre d'un système national de veille et de surveillance pour détecter les risques sanitaires et apporter les éléments de décision à l'autorité publique. Là, clairement, on est bien dedans. Comprendre pour améliorer la connaissance sur l'état de santé de la population, les comportements et les risques sanitaires. Donc ça passe par, le fait de concevoir des stratégies d'intervention et de prévention en promotion de la santé. Agir également pour promouvoir la santé et agir sur l'environnement, expérimenter et mettre en œuvre des programmes de prévention pour répondre aux crises sanitaires. Il y a 6 objectifs, principaux dans les missions de Santé publique France, dont l'observation épidémiologique et la surveillance de l'état de santé des populations. Pareil, là, on est bien dedans. La veille sur les risques sanitaires menaçant les populations, la promotion de la santé, le développement de la prévention et de l'éducation pour la santé. La préparation et la réponse, aux menaces, alertes et crises sanitaires. Donc on peut aussi, d'une manière un peu plus éloignée, rentrer dans ce cadre-là puisque un excès d'activité dans les centres hospitaliers peut générer, de la crise sanitaire et le lancement d'alertes sanitaires également. Donc pour en revenir vraiment au sujet qui nous intéresse, aujourd'hui, les épidémies de bronchiolite et pour vous situer un petit peu le contexte, avant Covid, on avait une épidémie, de bronchiolite qui se manifestait généralement aux alentours de la semaine 47-48, donc plutôt fin novembre, avec un pic au moment des vacances de Noël, très régulièrement, en semaine 52-53 et cette épidémie avait une durée assez variable entre 6 et 11 semaines. La première année de circulation, du SARS-CoV, on n'a pas vraiment eu, d'épidémie, pas vraiment eu de circulation de VRS, dans la région et ailleurs, d'ailleurs en France et depuis la saison 2021-2022, donc on a une épidémie qui commence en semaine 40-41, donc on est plutôt, début octobre, avec un pic en semaine 48, donc une circulation qui est beaucoup plus précoce que ce qu'on avait, avant la circulation du SARS-CoV. Par ailleurs, cette épidémie dure aussi plus longtemps. Pour les 2 dernières, saisons, on a une épidémie qui a duré
13 et 14 semaines. Si on regarde en 2022-2023, on a une intensité, quelque chose qui n'avait jamais été observé sur les 10 dernières années de données qu'on peut avoir, que ce soit en ville ou à l'hôpital. Côté SOS médecins, ça se traduit par une augmentation, d'activité de plus 209 quand on compare à la situation avant Covid. Donc on est passé de 269 sollicitations SOS médecins sur la région à 563. Et concernant les urgences, on est sur une augmentation plus modérée, mais avec des effectifs qui sont extrêmement conséquents. On est passé de 3 258 passages aux urgences avant Covid sur la saison bronchiolite à 5 783 sur la dernière saison épidémique. Pour vous montrer qu'habituellement, avant Covid, en tout cas, on avait, des épidémies qui étaient, extrêmement régulières. Là, ce sont les données historiques, en fait, d'un certain nombre de saisons avant Covid et on voit bien, le pic en semaine 52 régulièrement. Alors un petit peu moins quand on est vraiment sur des années, très anciennes, 2013-2014 et 2014-2015, mais pour toutes les autres années, c'est extrêmement régulier. Et donc, quand on ajoute les dernières courbes, en pointillé, vous avez la courbe de la première année de circulation du SARS-CoV, donc avec un petit soubresaut d'activité aux alentours des semaines 10 à 16, et puis après, plus grand-chose. Et on retrouve les saisons 2021-2022 et 2022-2023, où là, on constate bien que déjà, on est décalé dans le temps. La courbe est beaucoup plus à gauche. Et aussi, la dernière courbe, orange, est vraiment nettement plus élevée, notamment au moment du pic, avec 2 semaines où on a eu plus de 700 passages aux urgences pour ces semaines de pic. Ce tableau, donc, il montre un petit peu le bilan chiffré en fait de ces dernières épidémies. Donc quand on compare 2019-2020 à 2022-2023, on a quand même un petit peu moins de semaines épidémiques, puisqu'on est sur une durée d'épidémie qui était à 11 semaines, et donc sur les autres saisons, je vous disais 13 et 14 semaines. Malgré tout, on voit bien l'augmentation des chiffres sur cette saison épidémique. Donc tout d'abord, pour SOS Médecins, on est passé plus 11% tranquillement. Et puis de 2021-2022 à 2022-2023, là, on a pris, comme on dirait, une bonne claque, puisqu'on a doublé les effectifs de sollicitation d'SOS Médecins. Concernant les passages aux urgences, l'augmentation a été plus progressive, avec plus 30% entre avant Covid et après Covid, et encore plus 35% entre la saison 2021-2022 et 2022-2023. Au niveau hospitalisation, ça se traduit quand même par plus de 2100, donc, au total 2177 hospitalisations sur l'ensemble de la période épidémique. Ça veut dire que potentiellement, quand même, en dehors de la saison épidémique, les semaines qui ont suivi, où on a été en post-épidémie, il y a pu avoir encore des hospitalisations pour les mêmes raisons. Le taux d'hospitalisation est un petit peu moins important sur les dernières saisons. Par contre, on voit que le maximum d'hospitalisation en une semaine a atteint les 268 sur une seule semaine. La suivante, merci. Donc ici, c'est juste pour vous montrer, quand on regarde la répartition des petits patients par classe d'âge, donc systématiquement pour chaque source de données, les 0,3 mois, 3,6 mois, 6,12 mois et 12,24 mois. En bleu, vous avez le nombre d'actes SOS médecins, et bon, ce qu'on voit globalement, en fait, c'est que les 0,3 mois sont vraiment un très petit pourcentage finalement de leur activité. Les 3-6 mois représentent environ 20% de leur activité, mais la majorité des enfants qui sont pris en charge par les associations en ville, c'est plutôt du 6-24 mois. En violet, vous avez les données des urgences, et là, c'est pas du tout la même chose, puisque c'est plutôt les 12-24 mois en fait qui sont les moins nombreux, et ils représentent environ 11%, 12% maximum du total des patients pris en charge aux urgences. Après, on a à peu près, c'est à peu près équivalent entre les 3-6 mois, les 6-12 et les 12-24. Et enfin, quand on regarde les hospitalisations, on a une répartition qui est extrêmement stable d'une saison épidémique à l'autre, avec quasiment la moitié des hospitalisations qui concernent des 0,3 mois, et un quart des 3-6 mois. La suivante, s'il vous plaît. Alors ici, c'est quand on regarde le nombre cumulé
d'actes SOS médecins par semaine épidémique. Ce qu'on voit bien, en fait, donc c'est les 3 dernières saisons épidémiques. Ce qu'on voit bien, c'est cette courbe claire des 0,3 mois où bon, c'est ce que je vous disais précédemment, il y a très peu de prise en charge pour cette classe d'âge et sur les 2 saisons 2019-2020 et 2021-2022, on avait une répartition, enfin un nombre d'actes qui était assez équivalent, finalement, légèrement en éventail, mais pas trop, pour les 3, 6, 12 et 12-24 mois. Et ce qu'on voit sur la dernière saison, finalement, c'est que les 6-12 mois et les 12-24 mois se détachent, nettement, côté effectif. La même chose pour les données des urgences, passage aux urgences en haut et hospitalisation en bas. On retrouve ce que je vous disais précédemment avec la courbe la plus foncée qui représente les 12-24 mois. Et ce qu'on voit bien, c'est la pente de cette courbe qui augmente entre, la période avant Covid et la période après Covid. Avec là, par contre, c'est assez groupé finalement entre les 3-6, 6-12 et 12-24 mois avec, les 6-12 mois qui se détachent légèrement sur la dernière saison épidémique. En revanche, quand on considère les hospitalisations, là, on a un bel éventail avec, les 0,3 mois qui se détachent nettement, des autres classes d'âge. Et puis, en fait, on a une gradation, c'est-à-dire plus les enfants sont jeunes et plus ils sont hospitalisés. Voilà. Il y a un bilan, des 3 dernières épidémies qui est disponible en ligne et que vous pouvez consulter sur le site de Santé publique France. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vais maintenant laisser la parole au docteur Souxi pour discuter des gestes barrières. Bonjour. Donc, avant de parler des gestes barrières, je vais vous rappeler un petit peu ce que c'est que le VRS, donc virus respiratoire syncytial, donc un virus à ARN de la membre de la famille des paramyxovirus. Il en existe 2 souches majeures qui sont différenciées par leur protéine d'attachement G et la protéine glycoprotéine de fusion F est la cible plutôt des vaccins ou des anticorps monoclonaux dont on va parler plus tard. Le VRS envahit les cellules épithéliales respiratoires et provoque une inflammation, un œdème et une desquamation. Il est très contagieux. La transmission se fait de façon aérienne, donc par les gouttelettes. Et donc, il résiste 30 minutes sur la peau, 6 à 7 heures sur les linges des objets. Et il est sensible, par contre, à de nombreux désinfectants, au détergent et au chauffage. La transmission, elle se fait majoritairement entre enfants, notamment donc les enfants de moins de 1 an, mais elle se fait également entre les enfants et donc les adultes pour 40%. Virtuellement, on pourrait penser que tous les enfants, en fait, dans leurs 2 premières années de vie, ont été infectés par le VRS et la moitié ont présenté au moins 2 infections sur cette période. Donc, qu'est-ce que la maladie à VRS? C'est une maladie à large spectre de caractéristiques cliniques. Donc, ça peut avoir une intensité soit légère, soit grave. Donc, affecter les voies respiratoires supérieures avec un encombrement nasal, une toux sèche, des otites. Des symptômes non respiratoires peuvent l'accompagner, notamment des difficultés alimentaires chez le tout petit et des affections des voies respiratoires inférieures, avec notamment les bronchiolites et les pneumonies, qui peuvent nécessiter donc une hospitalisation, l'administration d'oxygène et un séjour en réanimation, ce qui pose donc le problème de cette prévention. Donc là, c'est effectivement la principale cause de bronchiolite et d'hospitalisation chez l'enfant, notamment de moins de 6 mois. Donc le VRS, donc, il est notamment grave chez les nourrissons de moins de 12 mois, donc, avec donc, sa manifestation par une bronchiolite et pneumonie, mais il peut être également grave chez les personnes de plus de 65 ans et donc représenter donc, nécessiter des hospitalisations chez donc, ces 2 tranches de vie et des décès. Quels sont les facteurs de risque d'hospitalisation? La prématurité, les cardiopathies congénitales, les maladies pulmonaires, les maladies neuromusculaires, le fait d'avoir une fratrie, notamment une fratrie de moins de 6 ans, la naissance en période épidémique, le petit poids de naissance, l'âge inférieur aux 6 mois au moment donc, de la contraction de la maladie,
et le tabagisme passif. Quels sont les enfants hospitalisés? En fait, ce sont majoritairement des enfants sans comorbidité. En effet, on voit dans les études que 89% des bébés à terme, dans les hospitalisés, en fait, il y a 89% de bébés à terme, 87% de nourrissons sans aucun facteur de risque et 13% de nourrissons avec des facteurs de risque, notamment donc celles qu'on a retrouvées, donc facteurs de risque d'hospitalisation, malformation congénitale, dysplasie bronchopulmonaire, trisomie 21 et fibrose kystique avec manifestation pulmonaire. Donc là, je vais passer très vite puisqu'on vient de parler d'épidémiologie. Je voulais juste rappeler que la bronchiolite touchait un nourrisson sur 3 chaque hiver, avec 45 000 enfants hospitalisés par an, dont 35 000 avant l'âge de 1 an. Quelles sont les complications donc, de l'affection à VRS? À court terme, la respiration sifflante, les pneumopathies, un excès de prescription d'antibiothérapie qui n'est pas forcément nécessaire d'ailleurs, et les hospitalisations. À long terme, il est surtout pourvoyeur d'utilisation de soins de santé, donc dans les 5 ans qui suivent l'infection par le VRS, avec des événements respiratoires pour 35 à 45% des visites chez le médecin, et un asthme et une respiration sifflante à 10 à 18% des visites chez le médecin. L'impact émotionnel est également important puisqu'à partir du moment en fait où l'enfant est hospitalisé, il y a effectivement on a pu mesurer le stress donc chez l'enfant qui est hospitalisé, mais également chez la famille, notamment celui qui donne le soin donc à l'enfant, donc les parents. Et on voit que cet impact émotionnel, il se poursuit même 1 mois après l'hospitalisation. Donc, il y a vraiment un impact important au niveau émotionnel de ces hospitalisations chez ces tout-petits. Il y a des aspects également socio-économiques et notamment, donc, ça va donc entraîner donc des difficultés au niveau relationnel, au niveau de la famille avec des troubles du sommeil, notamment chez la fratrie, mais également chez les parents, du stress, des problèmes donc liés également économiques au fait de l'arrêt de travail du parent, et également donc ça peut effectivement avoir des répercussions donc au niveau financier donc dans les familles. Donc les protections contre le VRS, donc appliquer les mesures barrières, on va en parler juste après, favoriser l'allaitement maternel, on sait que c'est un facteur donc préventif de protection contre le VRS, et ne pas retarder les vaccinations obligatoires ou recommandées. Donc les mesures barrières, elles sont indispensables, même si après donc on a des médications préventives, elles restent toujours indispensables. Donc avec une prévention donc du contact et des gouttelettes, limiter donc les visites chez ces tout petits, notamment, se laver les mains, garder ses distances, porter un masque en cas de rhume, de toux ou de fièvre. Si le reste de la fratrie présente des symptômes d'infection virale, les tenir à l'écart donc du nouveau-né ou du nourrisson. Éviter au maximum les réunions familiales dans ces périodes endémiques, les lieux très fréquentés et clos, aérer son domicile au moins un quart d'heure par jour et éviter l'entrée des collectivités avant 6 mois pour les bébés, entre guillemets, sans facteur de risque et même avant un an chez les enfants donc à très haut risque d'hospitalisation. Donc là, c'était pour vous rappeler donc juste les gestes barrières, donc et notamment la désinfection rhinopharyngée chez les tout petits, donc qui va permettre de diminuer en fait la symptomatologie de ces infections. Donc se laver les mains donc avant effectivement de faire la désinfection et voilà, et donc réaliser la désinfection rhinopharyngée. Donc, avant de parler donc de ces anticorps monoclonaux, donc je voulais juste rappeler donc les études préliminaires qui ont été mises en place, donc qui ont permis effectivement que les anticorps monoclonaux puissent entrer sur le marché. Donc, il y a l'étude de Medley. L'étude Medley, en fait, c'était une étude qui incluait des enfants donc éligibles au palivizumab
palivizumab, pardon, donc c'est anciennement, donc c'est le Synagis, et versus le nirsevimab, donc nouvel anticorps donc, qui est mis sur le marché actuellement. Donc c'était une étude de sécurité et de tolérance, et ça a montré donc cette étude a montré un profil de tolérance et de sécurité d'emploi comparable entre les deux anticorps monoclonaux. L'étude Mélodie, qui était une étude donc, qui permettait d'évaluer l'incidence des infections respiratoires inférieures nécessitant une prise en charge médicale, donc, qui était donc réalisée, donc, qui incluait des nouveau-nés supérieurs à 35 semaines et en bonne santé, donc sans facteur de risque majeur d'hospitalisation. Cette étude a montré une diminution des affections des voies respiratoires inférieures de d'environ 75%. Donc, qui a montré donc une efficacité donc des anticorps monoclonaux par rapport donc à la diminution de ces infections. Et donc, il y a eu également une autre étude de phase 2 qui a permis effectivement d'évaluer l'efficacité donc de ces anticorps monoclonaux chez les enfants grands prématurés et prématurés modérés. Donc, c'est les enfants qui étaient plutôt éligibles donc au palivizumab. Et celle-ci a montré également une diminution de 78,5% des hospitalisations chez les grands prémas et prémas modérés en bonne santé. Une autre étude avait été réalisée, donc une étude randomisée de phase 3 sur le nirsevimab par rapport à l'absence de traitement dans la prévention des hospitalisations donc du VRS. 8000 nouveau-nés ont pu être inclus dans cette étude. Et donc, on a pu comparer le nombre d'hospitalisations pour bronchiolite entre ceux qui ont reçu une injection unique de nirsevimab et ceux qui n'ont eu des soins standards, donc pas d'anticorps monoclonaux, qui a montré également une diminution significative, donc de 83% d'hospitalisation pour bronchiolite chez les enfants donc, qui avaient reçu donc, le nirsevimab. Donc la Haute Autorité de Santé a donc recommandé donc, ces anticorps monoclonaux dans la prévention des bronchiolites à virus respiratoire syncytial chez les nouveau-nés et les nourrissons. Voilà. Merci beaucoup. Je vais maintenant laisser la parole au docteur Bonafous pour parler des anticorps monoclonaux. Bonjour, merci du temps de parole. Donc, je vais vous présenter les anticorps monoclonaux utilisés dans la prévention des bronchiolites à VRS. Diapo suivante. Voilà. Donc, déjà, rappeler la différence entre ces anticorps et les vaccins. Donc, il ne s'agit pas d'un vaccin, puisque les vaccins consistent à injecter des antigènes, comme vous le savez, et donc d'apprendre à l'organisme à fabriquer les anticorps. Donc, c'est une immunothérapie active. Là, dans ce cas-là, on est dans le cas d'une immunothérapie passive, puisqu'on va injecter des anticorps, entre guillemets, prêts à l'emploi à l'organisme. Donc, c'est le cas d'autres exemples de sérothérapie, des anticorps polyclonaux d'origine animale ou humaine, ou même le cas des anticorps que produit la maman et qu'elle transmet à son bébé, soit par voie fétale, soit par l'allaitement. Donc ici, il s'agit d'anticorps monoclonaux qui ont été fabriqués in vivo. Il y a différents types d'anticorps monoclonaux, donc les chimériques, les humanisés qui ressemblent, qui s'approchent très fortement de la structure de l'anticorps monoclonal humain. C'est le cas du palivizumab. Et des anticorps monoclonaux là, qui sont beaucoup plus proches du modèle humain, et c'est le cas du nirsevimab. Donc, les anticorps monoclonaux sont très largement utilisés maintenant dans le panel de médicaments qui sont à notre disposition, puisqu'on en a beaucoup en cancérologie, en rhumatologie, en infectiologie, comme là pour le VRS, et puis d'autres domaines thérapeutiques également. Diapo suivante. Donc, pour rappel rapide, comment fonctionnent les anticorps thérapeutiques. Donc, il y a la partie FAB de l'anticorps qui va servir à reconnaître l'antigène et qui va permettre donc de fixer l'anticorps sur l'élément à neutraliser.
et la partie FC sur laquelle on va travailler pour améliorer les effets cytotoxiques, par exemple, ou, dans le cas qui nous intéresse ici, pouvoir moduler la demi-vie de l'anticorps thérapeutique. Diapo suivante. Donc, si on veut comparer un peu les deux mécanismes d'action du Synagis et du Beyfortus, qui sont pour le Synagis un médicament maintenant relativement ancien, puisqu'il est sur le marché en Europe depuis 1999, plus ancien encore sur le marché américain, et Beyfortus qui a rejoint le panel donc, cette année. Les deux anticorps vont se lier à la protéine F, donc la protéine de fusion, c'est-à-dire la protéine qui va permettre au virus de fusionner avec la membrane de la cellule hôte et donc de l'envahir. Pour le nirsevimab, le Beyfortus, il va préférentiellement se fixer sur le site antigénique 0, qui est très fortement présent dans la protéine, sur la protéine F dans sa configuration pré-fusion, avant la fusion. Et le palivizumab, lui, va plutôt se fixer sur un autre site. Ces deux anticorps vont donc bloquer la fusion du VRS avec la cellule hôte et donc de cette façon-là limiter l'infection. Le nirsevimab, donc comme je vous le précisais un peu tout à l'heure déjà, par une modification, une substitution d'acide aminé au niveau du fragment FC, on a permis d'augmenter sa demi-vie sérique et donc il va bloquer cette protéine F pendant plus longtemps que pour le palivizumab, puisque, donc on le verra, le nirsevimab va de cette façon-là avoir une action en une seule injection sur les 5 mois, alors que le palivizumab, il faut répéter l'injection tous les mois. Diapo suivante. Ceci a mené deux panels d'indications un peu différentes sur les deux anticorps. Le Synagis, donc le plus ancien, a été ciblé sur la prévention des infections à VRS chez les enfants à risque élevé. Donc, c'est les enfants qui sont nés à 35 semaines d'âge gestationnel ou moins et qui ont moins de 6 mois au moment où débute l'épidémie saisonnière à VRS. Et il a également une indication pour les enfants de moins de 2 ans, donc lors de leur deuxième saison leur confrontation à leur deuxième saison à VRS, mais pour les enfants donc, qui ont eu une dysplasie bronchopulmonaire au cours des 6 derniers mois ou une cardiopathie congénitale. Le nirsevimab, le Beyfortus, lui, il va être plutôt positionné chez les nouveau-nés et les nourrissons au cours de leur première saison de circulation du VRS, donc cette fois-ci, tous les nouveau-nés et tous les nourrissons sans critères de facteurs de risque particuliers. Diapo suivante. Donc, comme je vous l'annonçais, le Synagis doit être administré une fois par mois à la dose de 15 mg kg pendant toute la période de l'épidémie à VRS. Donc, c'est la Santé publique France qui va nous donner, puisqu'on l'a vu dans la présentation précédente, il y a des variations dans les périodes épidémiques. Donc, Santé publique France nous alerte sur le démarrage de cette épidémie et il vaut mieux pouvoir commencer dans les deux cas, l'injection des anticorps juste avant le démarrage de l'épidémie. Le Beyfortus, lui, s'administre donc en une dose unique, puisque par la modification de son fragment FC, on l'a vu, il a une demi-vie beaucoup plus longue. Les nourrissons de moins de 101 kg auront une dose unique de 50 mg et les nourrissons de plus de 5 kg auront une dose unique de 100 mg. Être prudent parce que les études n'ont pas été faites et menées dans ce sens-là et donc on a très peu de données sur les nourrissons de moins de 1 kg où là il va vraiment falloir évaluer les bénéfices-risques à injecter une dose de 50 mg et pour les nourrissons extrêmement prématurés parce que là les données sont vraiment limitées et on n'a aucun retour sur l'activité. Diapo suivante. Donc, comme vous l'indiquait le docteur Souxy, la HAS a fait des recommandations sur cette période de vaccination afin de mettre à disposition le Beyfortus au plus tôt cette année, compte tenu de l'histoire de
de l'épidémie de l'année dernière dont nous a parlé la Santé publique France tout à l'heure. Donc, on réserve le palivizumab, donc le Synagis, à tous les patients éligibles, donc c'est tous les enfants prématurés et avec des facteurs de risque bronchopulmonaires et cardio-myopathiques lors de leur première infection à VRS, et ces mêmes patients éligibles durant leur deuxième saison d'exposition, donc jusqu'à 24 mois. Pour ces indications-là, la HAS a émis un service médical rendu faible et un ASMR 4. Donc, elle considère que ça apporte un progrès thérapeutique faible par rapport aux thérapeutiques qui pouvaient exister jusque-là, donc aucune de prévention. Quant au Beyfortus, elle le positionne donc en alternative au Synagis pour toute la population éligible au Synagis, donc priorité au Synagis dans ce cas-là. Et par contre, elle positionne le Synagis sur la population non éligible au Synagis. Elle positionne le Beyfortus, sur la population non éligible au palivizumab, puisque là, elle a octroyé un ASMR 4, donc elle considère que le Beyfortus apporte un progrès thérapeutique faible par rapport au Synagis. Donc, c'est une option thérapeutique de première intention dans la prévention des infections à VRS chez tous les nouveau-nés et les nourrissons avec son facteur de risque. Diapo suivante. Quelques précautions d'emploi et notamment pour quelques populations plus particulières, dans celles qui sont ciblées par chacun des médicaments. Donc le Synagis, si possible, donc la première dose doit être administrée avant le début de la saison de l'épidémie. Au-delà de 5 doses, il n'y a eu aucun essai, donc on n'a aucune donnée sur le bénéfice qui peut être attendu au-delà des 5 doses des 5 mois. Ce qui va poser questionnement par rapport à l'allongement de la durée, on l'a vu, de l'épidémie. Si l'enfant doit subir une chirurgie cardiaque, on va attendre le début du traitement, que l'enfant soit stabilisé pour pouvoir lui administrer. Et par contre, chez des enfants hospitalisés avec une infection à VRS, on préconise quand même de poursuivre l'administration mensuelle du palivizumab pendant toute la durée de l'épidémie, et cela pour réduire le risque de réhospitalisation. Donc voilà, ce n'est pas un effet curatif, c'est vraiment pour réduire le risque de réhospitalisation. Le Beyfortus, lui, doit être administré donc avant le début de la saison d'épidémie à VRS. C'est pour ça qu'on va préconiser de l'administrer dès la naissance et si possible avant la sortie de la maternité. Donc c'est vraiment l'objectif premier de ce médicament-là. Je rappelle, donc je l'ai déjà dit, les nourrissons de moins d'1 kilo, vraiment évaluer les bénéfices-risques et aucune donnée pour les nourrissons extrêmement prématurés. Pour les nourrissons devant subir une chirurgie cardiaque avec circulation extratemporelle, là aussi, on pourra faire des doses supplémentaires après l'intervention pour rééquilibrer la dose d'anticorps circulants. Et il est non recommandé de faire l'injection en cas de fièvre ou d'épisode infectieux. Bon, c'est assez classique, ni après un épisode d'infection documentaire VRS. Voilà, prudence, puisque c'est des injections intramusculaires pour tous les patients, tous les petits nourrissons qui sont atteints de thrombopénie, qui ont des troubles de la coagulation ou qui sont sous traitement anticoagulant. Mais ça, c'est commun à toute injection intramusculaire. Diapo suivante. Les effets indésirables, pour la majorité, sont des effets indésirables attendus pour ce type de médicament, donc éruption cutanée, fièvre, réaction au site d'injection. Le Synagis, avec l'historique que l'on a, parce que c'est un médicament, on l'a vu, qui date de 1999, a vu apparaître d'autres effets qui se sont déclarés après la mise sur le marché, qui sont des effets à type d'apnée, de thrombocytopénie, de convulsions, du sticker, et de façon moins fréquente et dont on a plus difficilement évalué la fréquence, des chocs anaphylactiques. Quelques cas de décès rapportés aussi pour ce type de médicament. Le Beyfortus, avec juste le recul des essais cliniques, on retrouve les éruptions cutanées qui peuvent aller jusqu'à 14 jours après l'administration, de la fièvre et des réactions au site d'injection, donc typique induration, œdème, douleur, qui vont jusqu'à 7 jours suivant l'administration. À ce jour, aucun cas grave de réaction allergique ou anaphylactique.
Pour autant, étant donné que ce type de réaction apparaît avec les autres anticorps monoclonaux, on l'a vu, on a quand même un recul sur les anticorps monoclonaux assez important maintenant, ce risque ne peut donc pas être toutefois complètement exclu et il faut être vigilant et surveiller nos petits patients pour ça. À ce jour, aucun décès non plus lié au Beyfortus ont été rapportés. Pour autant, dans l'étude Medley dont vous a parlé le docteur Souxi, on a quand même décelé que pour chez les nourrissons à risque élevé, on avait globalement, alors peut-être pas forcément lié au Beyfortus, mais globalement, on trouvait quand même un profil de tolérance du Beyfortus qui avait avec une incidence plus élevée de certains événements désirables graves. Donc quelque chose voilà, à surveiller en vie réelle. Et ça me permet de vous rappeler l'importance de déclarer en pharmacovigilance tous les événements désirables graves dont vous pouvez être le témoin. Diapo suivante. Peu d'interactions médicamenteuses, rien de particulier à signaler. Le Beyfortus peut être administré le même jour que les autres vaccins prévus au calendrier vaccinal pour l'enfant. La seule argumentation qui est faite, c'est que si l'injection de Beyfortus se fait sur la même face, la même cuisse que le vaccin, il faut respecter une distance d'au moins 2,5 cm entre les deux sites d'injection. Mais ça aussi, rien de particulier. Les contre-indications, c'est des hypersensibilités, donc par précaution, à la substance active ou à l'un des exceptions, et ça, des excipients, pardon. Et ça, c'est valable pour le Synagis comme pour le Beyfortus. Diapo suivante. Voilà, donc là, les conditions de prescription, délivrance, administration sont différentes entre le Synagis et le Beyfortus, mais ça me permet juste de faire le lien avec l'intervention suivante. Madame Pi vous détaillera cela. Je vous précise juste les conditions de conservation. Donc, le Synagis reste à conserver au frigo, donc entre 2 et 8 degrés, alors que le nirsevimab, le Beyfortus, peut être sorti du frigo et laissé à température ambiante jusqu'à 8 heures maximum. Et comme tout anticorps monoclonal, il est recommandé de ne pas l'agiter pour ne pas le détruire. Diapo suivante. Et là aussi, donc, comme on administre des anticorps, il faut enregistrer et tracer à la fois dans le dossier patient s'il existe déjà, le carnet de santé à minima ou le dossier médical partagé dans mon espace santé, donc toute la traçabilité liée à ces produits biologiques, donc nom, prénom et d'exercice du professionnel, la dénomination du médicament administré, la date de son administration et son numéro de lot. Et il y aura une traçabilité du circuit plus précise qui sera faite par Sabine Pi tout à l'heure. Je pense que j'ai tenu mon délai et je suis arrivée à la dernière diapo. C'est parfait, merci beaucoup. Et on va donc laisser la parole maintenant au docteur Pi pour parler du circuit des médicaments préventifs. À vous, docteur Pi. Oui, donc très rapidement, donc en termes de circuit, donc en termes de mise à disposition, donc le palivizumab est disponible au niveau des établissements de santé dans un circuit de droit commun, donc déjà depuis 1999, alors que le nirsevimab donc est délivré à l'heure actuelle, enfin mis à disposition en amont du circuit de droit commun, donc, puisque c'est la première année et conformément aux recommandations de la HAS. Donc pour le palivizumab, donc on va dire c'est un médicament qui a des modalités classiques avec des achats autonomes par la pharmacie de l'établissement de santé, une livraison directe, et donc c'est des stocks qui sont détenus au sein des pharmacies à usage intérieur. Pour le Beyfortus, donc il y a eu au départ une répartition avec un circuit ville et un circuit hospitalier, avec au niveau hospitalier une première allocation avec un prépositionnement de la forme à 50 mg en lien avec la Direction générale de la santé au regard du nombre de naissances dans les maternités. Le réapprovisionnement est en cours depuis lundi à partir d'un formulaire particulier qui est fourni par le laboratoire Sanofi et qui est à transmettre selon soit des voies informatiques classiques et donc qui sont suivis très
de manière très fine au niveau du ministère, puisque les remontées de commandes auprès de Sanofi sont validées également en lien avec la Direction générale de la santé pour les quantités. Donc au niveau de l'officine, là aussi une commande directe auprès du laboratoire Sanofi avec un formulaire particulier, une identification du professionnel de pharmacien qui commande, et une limitation à 5 doses maximum, puisque les stocks de précaution, on va dire, ne sont pas autorisés à ce jour. Donc les modalités de livraison sont en principe assez de l'ordre d'une petite semaine de ces stocks d'État. Diapo suivante. Donc pour ce qui concerne le Synagis, donc il y a 2 présentations à 50 et à 100 mg, donc avec une seule posologie à 15 mg kg, ce qui fait que la format 50 mg est plutôt pour des nouveau-nés de l'ordre de moins de 3 kg 3, et les 100 mg pour plus de 3 kg. Donc c'est un médicament à prescription médicale obligatoire et qui est inscrit sur la liste des médicaments rétrocédables. Au niveau de la prescription, elle n'est pas restreinte, donc elle n'est pas restreinte en termes de spécialité, donc c'est uniquement les médecins, préférentiellement les pédiatres hospitaliers qui suivent les enfants concernés, puisque initialement, au début de la mise sur le marché, la prescription était réservée aux pédiatres hospitaliers. Donc, ça n'est plus le cas depuis quelques années. Mais bon, on va dire que comme ce sont des patients quand même très fragiles, c'est mieux que ce soit les pédiatres hospitaliers qui les suivent, qui fassent la prescription. Quand le patient est hospitalisé, c'est bien entendu la pharmacie à usage intérieur qui assure la dispensation. Quand le patient est sorti d'hospitalisation et qu'il est à domicile, il faut que, donc ça n'est pas disponible en pharmacie d'officine, il faut qu'il se rende dans une pharmacie hospitalière autorisée à rétrocéder. Et donc en Occitanie, il y en a un certain nombre avec la liste disponible sur le site de l'ARS. En termes d'administration, donc c'est une injection mensuelle, comme l'ont rappelé les précédents intervenants, et l'administration est possible donc par un médecin et les infirmiers au regard de la présentation de la prescription médicale. Diapo suivante. Donc pour le Beyfortus, donc il y a également donc 2 présentations à 50 et à 100 mg. Les présentations françaises qui vont arriver dans un premier temps sont des seringues pré-remplies, prêtes à l'emploi, qui seront fournies avec 2 aiguilles. Ça va, je pense, très rapidement basculer vers une forme sans aiguille qui va être du coup dirigée vers les pharmacies hospitalières et les établissements de santé, parce que ce n'est pas tellement adapté à la ville, ou parce qu'il faudra délivrer à la fois la seringue pré-remplie et des aiguilles intramusculaires, et la notice en français qui sera séparée, puisque ce sera des présentations américaines. Donc, c'est également donc un médicament qui est à prescription médicale obligatoire, à destination préférentiellement des patients non éligibles au palivizumab, et qui relève de l'assurance maladie française, donc incluant les patients en attente de droit, mais en revanche pas pour des personnes transfrontalières. Mais bon, on va dire que dans notre région, on n'est pas trop exposé à ce risque. En termes de prescription, ce sont essentiellement donc les médecins et récemment les sages-femmes également qui ont le droit de prescrire cet anticorps. Et au niveau de la dispensation, donc il y a eu l'évolution récente avec le dernier DGS urgent qui recommande de prioriser les formes à 50 mg pour les nouveau-nés, on va dire de moins de 5 kg, bon, préciser un peu plus supérieur à 1 kg
compte tenu des réserves qu'a expliqué Mme Bonnefouz précédemment. Donc la forme à 50 mg qui est disponible au sein des maternités qui ont fait la demande de dotation. Donc au jour d'aujourd'hui, on a 35 maternités sur 39 qui en disposent. Il est forme à 100 mg, donc pour les nouveau-nés de plus de 5 kg, donc, qui pourront être dispensés par les pharmacies d'officine. Et au niveau administration, donc l'injection qui immunise pour une durée de 5 mois peut être faite par les médecins, les sages-femmes et les infirmiers. Donc pour terminer sur les modalités de suivi qui sont importantes, notamment pour le Beyfortus, autant pour le Synagis, on va dire, il y a rien de plus qu'un médicament lambda, donc il est suivi dans la gestion de stock de la pharmacie. Au niveau de la prescription, il est prescrit sur le dossier patient informatisé. Et quand il doit être délivré en ambulatoire, il y a une ordonnance classique pour la délivrance et inscription dans le carnet de santé. En ce qui concerne le suivi hospitalier, il a été s'effectuer au niveau de la réception et des délivrances par les PUI sur la plateforme eDispostock, qui est une plateforme de la TIH, qui sert à suivre tous les médicaments qui sont en tension, les vaccins grippe, les vaccins Covid, depuis la période Covid. Et actuellement, donc, il est demandé à minima de renseigner ces données dans eDispostock au moins une fois par semaine, mais on se rend compte que ça peut être fait en temps réel parce que les sorties sont extrêmement importantes. Et ensuite, c'est tracé dans le logiciel et l'injection, elle, suit les règles des médicaments de la liste en sus, donc c'est-à-dire, bien que ça ne soit pas un médicament de la liste en sus, mais il suit les mêmes règles, donc fiche comp, etc. Donc, c'est pas m'étendre. Il est possible aussi de faire des injections en consultation externe, ce qui pourra présenter éventuellement un intérêt pour les nourrissons dont les parents n'ont pas pu donner ne se sont pas décidés à donner leur accord avant la sortie de la maternité. Donc un peu un droit au remords possible via des consultations externes si elles sont organisées par les pédiatres hospitaliers. Donc au niveau de l'officine, rien d'extraordinaire non plus, ordonnance. L'authentification des pharmaciens se fait par la carte CPS et ensuite c'est inscrit dans le carnet de santé. Et donc je terminerai également donc sur le fait que comme tout médicament et encore plus quand il est nouveau sur le marché, il appartient autant aux professionnels de santé qu'aux particuliers, donc à la famille, aux parents, de signaler tout événement désirable lié à la pharmacovigilance du produit sur le portail national. Merci beaucoup. Je vais repasser maintenant la parole au docteur Isabelle Souxy pour nous faire un retour d'expérience en intra-établissement. Je vais vous parler donc de l'organisation de l'injection de Beyfortus à la maternité du CHU de Nîmes. Donc la prescription se fait donc par défaut dès la salle de naissance à tous les nouveau-nés. Donc elle est notifiée donc dans le dossier médical de l'enfant, avec une information qui se fait donc je me suis trompée, c'est à DJ0, hein, puis c'est-à-dire qui se fait donc dès la naissance de l'enfant, donc dès que la maman remonte donc à la maternité. Donc on informe déjà les parents donc de cette possibilité de prévention. La commande se fait systématiquement à la pharmacie pour J2 et avec un recueil du consentement par rapport aux familles. Et l'administration se fait actuellement par le médecin de maternité qui réalise donc la consultation de l'examen de sortie, donc à J2 ou J3. La traçabilité de l'injection ou du refuge se fait via le logiciel de prescription, donc va être donc retransmis sur le dossier médical, mais également dans le carnet de santé. L'information c'est pas la vaccination, mais l'injection d'anticorps donc se fait donc sur le carnet, par contre au niveau des feuilles donc préconisées pour les vaccinations. Donc
Et on le note également au niveau de la sortie de maternité aussi. Donc, à l'examen de sortie de maternité, donc, on note que l'injection a été réalisée ou s'il y a eu un refus donc, de la part de la famille. S'il y a eu un refus, l'ordonnance est également remise de toute façon à titre systématique avec le carnet de santé pour ce droit de remords. Par contre, pour l'instant, nous, on n'organise pas de réinjection, donc de consultation pour les enfants donc, qui sortent sans Beyfortus à domicile. On n'organise pas, en tout cas, de consultation pour ces enfants-là, puisque au niveau des pédiatres hospitaliers, c'est absolument impossible de revoir tous les enfants donc qui sortent de la maternité. Les premiers retours, donc l'acceptabilité en général est plutôt bonne puisqu'elle est entre 60, elle était de 66% la semaine dernière, elle est d'à peu près 70% actuellement. Donc, par contre, donc, dans les premiers retours, il y a quand même une confusion toujours entre les anticorps et la vaccination. Les parents ont du mal donc à voir la différence quand on leur explique qu'il faut souvent repasser. Donc, l'information souvent est donnée donc soit par la puéricultrice, soit par la sage-femme initialement, et on est obligé de reprendre l'information souvent au moment de l'injection pour bien expliquer aux parents que ce n'est pas une vaccination, mais bien une injection d'anticorps, donc une immunothérapie. L'importance de l'avis des professionnels de santé est vraiment importante pour les familles. Notamment, ils demandent souvent conseil donc, à leur médecin traitant et par contre, l'acceptabilité est plus importante quand il y a eu un antécédent d'hospitalisation dans la fratrie. L'injection se fait actuellement donc sans EMLA. Donc EMLA, c'est une pommade donc, qui permet donc de… Oh, mince, Pour la douleur, d'anesthésier la peau et qui permet donc de diminuer la douleur donc, au moment de l'injection. Enfin, au moment plutôt de piquer l'enfant, mais pas au moment de l'injection. Et on se rend compte finalement que ça fait plus mal finalement quand on retire le patch. Les enfants donc pleurent plus quand on retire le patch que quand on fait l'injection. Donc actuellement, donc on ne fait plus l'injection sous EMLA, mais on le fait donc avec d'autres méthodes donc antidouleurs, notamment donc dans les bras des parents, avec donc on leur donne de l'eau sucrée et donc pendant que les bébés tètent. Jusqu'à présent, donc on a débuté donc nous les injections depuis le 15 septembre. On n'a pas eu de réaction particulière donc pour l'instant. Donc c'est encore un petit peu tôt pour juger, mais voilà. Donc les projets, c'est de réaliser donc cette information en anténatale, puisque c'est vrai que c'est plus facile de réaliser cette information avant, afin que les parents puissent vraiment donc réfléchir sur cette possibilité. Et donc, de coupler cette information à l'information qu'on fait par rapport à la vaccination pour la coqueluche. On projette également donc de donner donc une fiche d'information aux parents, donc qui a été élaborée en collaboration donc avec les pédiatres de la maternité de la CHU de Nîmes et le réseau périnatal Occitanie. Et on est en train de travailler donc sur une vidéo d'information en anténatale. L'évaluation, donc il y a donc un suivi épidémiologique qui va être mis en place, un suivi renforcé avec un observatoire pour évaluer l'impact de cette nouvelle stratégie de prévention et également donc pouvoir notifier donc les effets secondaires, bien sûr. Et les perspectives, donc actuellement dans la prévention des bronchiolites, c'est l'immunisation maternelle avec la vaccination des femmes enceintes pour faciliter le transfert transplacentaire des anticorps aux nourrissons, mais pour l'instant n'est pas encore mise en place sur le marché. Et l'immunisation du nourrisson, mais qui est difficile à développer du fait d'une réponse immunitaire qui, après la naissance, qui s'avère encore difficile. Donc pour l'instant, ce n'est pas encore envisagé.
Voilà. Voilà, écoutez, merci à toutes et tous les intervenants pour ces exposés très clairs. Maintenant, on va pouvoir passer aux questions. Alors, si vous avez dans la salle des questions, n'hésitez pas à les poser via l'onglet questions-réponses et on va du coup les lire juste après. Donc, il y en a déjà deux. On nous demande combien de temps faut-il respecter entre l'injection de Beyfortus et l'injection des vaccins? Il y a pas de... enfin, nous, en tout cas, on ne respecte pas de temps. En fait, on les fait de façon simultanée. C'est-à-dire qu'il faut juste respecter la distance de 2,5 cm entre deux injections intramusculaires. On le fait sur la même consultation. Ok. D'après la présentation du docteur Bonnefous, le Synagis restera prescrit l'année prochaine pour les enfants à risque, y compris ceux qui ont reçu une dose de Beyfortus cette année. Est-ce que c'est le cas? Alors, le Synagis, en effet, il est possible ça fait partie de ces indications, il est possible de l'injecter lors de la deuxième saison d'exposition au VRS, mais uniquement chez les enfants à risque, prématurés et avec infection bronchopulmonaire ou cardiomyopathie. Par contre, logiquement, la première année, ils n'auront pas reçu une dose de Beyfortus puisqu'ils sont à risque, ils auront reçu une dose de Synagis. Très bien. On nous demande également le prix de la prise en charge et la prise en charge CPAM de ces injections. Le médicament est mis à disposition sans frais pour les familles et il est pris en charge à 100% par l'assurance maladie. Enfin, les deux médicaments, donc l'un et l'autre, sont pris en charge à 100%. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Alors, moi, je voulais juste intervenir par rapport au Synagis. Nous, dans le service, en tout cas, nous, dans les recommandations que nous a fait les sociétés savantes, on nous avait fait comme recommandation d'injecter du Beyfortus également pour les enfants prématurés. Pour nous, c'était pour la deuxième année. En fait, il nous avait été transmis que le Synagis était réservé maintenant pour la deuxième année et pas pour la première année, puisque de toute façon, ces enfants-là, ils font plus de 1 kg de toute façon, effectivement, au moment de l'injection, puisque c'est dans la semaine qui précède la sortie, souvent qu'on réalise donc l'injection. Et donc, c'est vrai que pour l'instant, nous, on a préconisé de réaliser une injection de Beyfortus, même chez les enfants, donc à risque, et donc hospitalisés en néonatologie. En fait, la HS, elle a positionné le Beyfortus plutôt en alternative, donc du Synagis chez ces patients, sachant qu'il n'y a pas eu vraiment d'études qui a montré la supériorité, l'égalité ou l'infériorité du Beyfortus par rapport au Synagis. Et compte tenu du manque aussi de recul quand même sur ce médicament, l'HAS préconise de garder le Synagis en première intention chez ces patients-là, chez les patients éligibles. Mais il y avait quand même l'étude Medley, l'étude de phase 2 de B, quand même, sur les grands prémas. Sur la partie qui montrait une efficacité et une diminution d'hospitalisation chez les grands prémas. L'objectif primaire de Medley, ce n'était pas l'efficacité, c'était les effets secondaires. Tout à fait. On a pour le moment, c'est une extrapolation sur l'efficacité dans cette population-là. Il n'y a pas eu d'études vraiment comparatives sur l'efficacité du Synagis du Beyfortus versus Synagis. Ça a été que des études d'effets secondaires, de tolérance. Tout à fait. Sécurité et tolérance, oui, mais il y avait ça avait été effectivement. C'était pas l'objectif premier de l'étude, donc elle n'était pas dimensionnée. C'était secondaire. C'est pour ça qu'ils ont encore préconisé que tant qu'on n'avait pas d'études vraiment qui montraient la supériorité ou au moins l'équivalence du Beyfortus dans ces populations-là, de continuer à prioriser le Synagis. Sauf que c'est quand même 5 injections, le Synagis, voilà. Donc, et qu'il y a quand même, donc du coup, quand même un bénéfice quand même du Beyfortus pour ces enfants qui reçoivent plus qu'une injection quand même.
C'est c'est pour quand ça même... qu'ils l'ont positionné en alternative, dans les cas où vraiment l'injection tous les mois pose vraiment un problème pour le petit bébé. J'ai perdu le fil de ce que je voulais vous dire. Ça va me revenir. En tout cas, je sais que nous, en tout cas, au niveau des sociétés savantes, hein, nous, en tout cas, il a été préconisé de réaliser surtout du Beyfortus, même chez ces enfants-là. Sauf en deuxième année, bien sûr, ou si l'enfant, effectivement, a eu effectivement une bronchiolite, comme vous l'avez bien dit. Dans ces cas-là, effectivement, donc pas de Beyfortus, bien sûr. Une question, existe-t-il une injection particulière pour le nouveau-né en cas de choc anaphylactique si on se trouve en cabinet libéral? Est-ce que les injections de type Anapen peuvent être utilisées? J'aurais tendance à dire que c'est le traitement habituel des chocs anaphylactiques. Hein, donc, qu'il soit en cabinet libéral ou en milieu hospitalier, c'est le même traitement. Hein. Donc, ça Oui, fait partie des traitements d'urgence vitale que tout médecin pourrait avoir dans sa trousse d'urgence, pas périmée, bien entendu. Je suis d'accord avec Madame Pi. Quel que soit du coup l'âge et le poids. Quel que soit, oui. Et normalement, tout médecin doit avoir quand même une trousse d'urgence au cas où s'il se trouve en présence d'un choc anaphylactique. Une question, faut-il continuer à injecter le Beyfortus une fois l'épidémie commencée? Je pense que la réponse va être... Oui, oui, c'est évident, c'est comme pour la grippe, hein, de toute façon, c'est pas parce que l'épidémie a débuté qu'on arrête tout, hein, on poursuit évidemment. Je vous remercie. On a un témoignage d'une sage-femme qui voit une patiente à sa sortie de maternité à qui on a conseillé d'attendre 5 mois avant de faire l'injection. Et voilà, donc je pense que là aussi, on peut se heurter à des discours différents et c'est important d'avoir un discours consensuel sur cette campagne. Oui. Que faire si le bébé fait de la fièvre dans la semaine suivante et qu'il a moins de 2 mois? Faut-il faire un ECBU, un bilan sanguin aux urgences pour éliminer les causes classiques de fièvre à cet âge? Ou est-ce qu'on peut le mettre en rapport avec l'injection? Moi, je pense qu'il faut quand même de toute façon éliminer une cause organique à une fièvre, même s'il y a eu une injection une semaine auparavant. Les doses de Beyfortus 100 mg sont-elles déjà disponibles en officine? Oui, à partir du moment où elles ont été commandées au vu d'une prescription, normalement, elles doivent pouvoir être disponibles en pharmacie d'officine, dans les délais de 3 à 6 jours, on va dire, a priori. Pour les injections qui se feraient en dehors du contexte hospitalier, est-ce que vous pouvez préciser les modalités de conservation du Beyfortus entre le retrait en pharmacie et l'injection? L'injection, doit-elle être réalisée vraiment le jour même du retrait ou il existe une conservation possible en respectant la chaîne du froid? C'est ce que j'ai mis dans ma diapositive. Donc, il faut le conserver à 2,8 degrés et puis on le sort quelques temps avant le temps de se rendre à la visite médicale ou chez l'infirmière ou la sage-femme qui va faire l'injection. Il peut à ce moment-là être transporté à température ambiante. Le Beyfortus, il peut être jusqu'à 8 heures maximum à température ambiante. Mais voilà, donc comme pour tous les vaccins, on le garde au frigo et puis le jour avant de se rendre on le sort du frigo pour se rendre à la consultation médicale. Ouais. Ok. Quand est-ce qu'il est prévu d'arrêter l'administration du Beyfortus? Vous avez parlé tout à l'heure janvier, février? À la fin de l'épidémie, Oui, c'est ça. Et donc ça, on compte sur du coup les données de Santé Santé publique publique France France. pour nous dire c'est fini. Et ce sont des informations qui arriveront par message DGS? Ben oui, oui.
Donc, si vous voyez passer des questions, les intervenants auxquels vous souhaitez répondre, n'hésitez pas. Oui, voilà. Une autre question, quid pour les enfants nés avant le 15 septembre et de moins de 5 kilos? Voilà. Ils ne peuvent pas avoir du coup l'injection en consultation hospitalière. Ça dépend, je pense qu'il peut tenter auprès du pédiatre. Il y a certains établissements qui commencent à organiser, compte tenu du fait que le circuit actuellement est temporairement différent de ce qui était prévu. Il y a certains établissements qui commencent à prévoir éventuellement quelques plages pour les droits au remords et pour ces nourrissons qui font moins de 5 kilos et qui ne sont pas hospitalisés et qui sont sortis de la maternité. Mais on va dire, on pense que c'est une période temporaire. Mais à ce jour, il n'y a que les établissements de santé qui pourront faire ces injections. Oui, on a quelques remarques sur la très forte adhésion des parents au sein des maternités et du coup avec des dotations qui ont tendance à diminuer et des interrogations sur la visibilité des stocks sur les prochains mois. La visibilité, pour le moment, je pense qu'il y a le ministère qui est seul à avoir la réponse, avec le laboratoire surtout. Mais en revanche, il faut, comme je l'ai indiqué, bien actualiser les données dans eDispostock pour les établissements, de façon à ce que quand la commande est passée auprès du laboratoire Sanofi, ils puissent constater qu'il y a eu vraiment une adhésion forte avec une forte délivrance dans les services de soins. Il n'est pas exclu qu'on demande de démontrer qu'il y a eu de vraies injections, que ce n'est pas des stocks entre guillemets dormants dans les services, mais il faut à la fois le tracer également ensuite dans le système d'information et le déclarer sur le PMSI. Le PMSI, ça sera visible en décalé par rapport au temps réel, mais c'est la seule solution pour le moment de pouvoir avoir une probabilité importante d'être réapprovisionné. Une question sur pourquoi ne faut-il pas injecter d'anticorps monoclonaux en cas de fièvre, vu que c'est une immunisation passive? C'est une précaution standard. Par contre, il y a une question qui peut être intéressante. Jusqu'à quel âge faut-il faire l'injection unique de Beyfortus dans la période épidémique pour des nourrissons sans facteur de risque? C'est tout nourrisson en fait qui est confronté pour la première fois à une saison d'infection à VRS peut recevoir l'injection de Beyfortus. Donc là, c'est tous les enfants qui sont nés depuis le mois de février 2023. Donc, effectivement, il y a une discordance entre les recommandations HAS et il y a des questions et les sociétés savantes. Donc, il va falloir qu'on mette ça plus au clair. En ce qui concerne la question sur la présentation de la carte vitale en pharmacie, ceux qui en ont la présentent, mais ceux qui n'en ont pas et qui sont en attente de droit, bien entendu, ils ne peuvent pas la présenter, mais ça ne peut pas être un motif de refus. Merci, oui, effectivement. Et excusez-moi, il y a une question aussi sur le prix, pour revenir sur le prix. Donc, on connaît le tarif de session, on peut vous les retrouver. Je suis en train de regarder pour le Synagis, mais pour le Beyfortus, c'était pour l'instant un stock état et on ne connaît pas le prix.
Pour le Le Synagis, Synagis, c'était dans les 400, c'était 400 voilà. euros, je crois, pour le 500, pour la dose 50 mg et 700 pour le 100 mg. C'est ça. C'est ça. Est-ce que... Je comprends pas trop la dernière injection. Oui. La dernière question, vous voulez dire? Oui, pardon, Peut-on oui, injecter la dernière question. simultanément chacun Oui. dans une cuisse si nous avons deux? Flacon, je suppose, de Synagis injecté, mais pourquoi on aurait 2 flacons de Synagis injectés? C'est ça que je comprends pas. Non. Moi non plus. Pour les enfants qui auraient besoin de plus de 100 mg, c'est ça? Je ne sais pas, moi non plus. Il faudrait une précision sur ce... Oui, c'est ça. Ouais. Alors là, effectivement, pour les enfants qui ont besoin de plus de 100 enfin, qui ont besoin de 150 mg, je pense que oui, il faudrait le faire à deux sites différents. Mais on peut le faire effectivement le même jour, hein. Ouais. Une question, est-ce qu'il y a déjà un impact des traitements sur les consultations médicales à 2 semaines du lancement de la campagne? C'est peut-être un peu tôt pour le dire. Donc, Madame Simac nous a quittés, mais peut-être on lui posera la question par mail de savoir quand est-ce qu'on peut espérer avoir un retour sur l'impact de cette campagne en termes d'efficacité. Mais écoutez, il ne semble plus y avoir de questions. Je vais maintenant laisser la parole à Monsieur Prud'homo pour clôturer ce webinaire. Oui, merci. Alors écoutez, je serai bref puisqu'on a eu des échanges assez longs, mais en tout cas, je voudrais commencer par remercier vraiment très sincèrement, très chaleureusement tous les intervenants pour la clarté des exposés. Même moi, j'ai tout compris. Donc c'est quand même très bon signe. Vous dire que je pense que le message fort de ce séminaire est apparent. Vous avez remarqué qu'on sait même, le symbole est fort. La directrice de la santé publique a ouvert le séminaire et le directeur de l'offre de soins le clôt. Donc, la prévention avant les soins, je pense que c'est vraiment le message fort de la soirée. Évidemment, je remercie tous les professionnels de santé connectés et tous les autres, puisqu'évidemment, ces messages se diffuseront, on l'espère, de leur participation et de leur mobilisation sur cet enjeu de santé publique extrêmement fort. Ce que je relève, c'est que les messages de prévention qu'on va être amenés, alors évidemment, il y a le Fortus, il y a les anticorps monoclonaux qui seront une arme supplémentaire dans la lutte contre l'épidémie, mais je pense que vraiment, il faut faire passer le message sur les gestes barrières. Et finalement, quand on voit les taux d'adhésion à ces médecines préventives, ça signifie quand même que l'opinion publique est sensibilisée à la bronchiolite. Donc finalement, c'est probablement un bon terrain pour faire de la prévention. Et je pense que les mieux placés pour le faire, ce sont vraiment les professionnels de santé de terrain, le médecin traitant, les services de santé des hôpitaux, évidemment. Et puis, je rappelle juste, hein, je le fais brièvement et je n'ai pas besoin d'en dire plus, mais on a tous en tête l'épidémie de l'année dernière, qui non seulement était Madame Simac l'a démontré fort bien, était tout à fait importante en volume, en durée, et elle a eu lieu dans un contexte de grande fragilité des établissements de santé, ce qui est toujours le cas aujourd'hui, ce qui est peut-être encore plus le cas aujourd'hui, et spécialement sur le temps de pédiatre disponible dans les établissements de santé. On a des établissements qui sont très en difficulté, on a des maternités
qui ferment ou qui sont au bord de la fermeture pour des raisons de temps pédiatrique insuffisants. Aussi, tout ce qu'on peut faire vraiment en amont de cette épidémie pour économiser ces ressources. Évidemment, les situations individuelles, le risque, tout ça est vrai, on l'a amplement dit, mais je voulais juste insister sur le fait que ces ressources pédiatriques sont extrêmement, extrêmement précieuses, qu'on n'en a pas beaucoup, et donc tout ce qu'on peut faire en guise de prévention est évidemment essentiel. Et donc, je remercie tous et toutes et chacun de leur participation pour cette grande cause. Voilà. On en reste là si vous en êtes d'accord. Je vous remercie vraiment encore une fois de votre participation et je vous souhaite à toutes et tous une excellente soirée. Merci. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Au revoir.